Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette vidéo du lundi, donc une vidéo de commentaires d'actualité. Effectivement, on sera dans l'actualité pure et dure. Je souhaiterais vous parler de la polémique entre SOS Racisme et l'élu du FN, Messia, et puis surtout du décès de Monsieur Moubarak, Hosni Moubarak, l'ancien président égyptien. Deux événements qui m'ont marqué ou choqué, plutôt choqué durant cette semaine. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, rapidement, la polémique sur Twitter entre Monsieur Messia, je crois qu'il s'appelle Jean Messia, et Messia, je ne sais pas comment il faut le prononcer, il m'excusera, et des directeurs, des figures de SOS Racisme, dont je tairai le nom pour ne pas leur faire de publicité. Puis, c'est une polémique assez déprimante, sidérante. On se rend compte que on en est réduit à insulter quelqu'un, le disqualifier sur son physique. Alors, le stade zéro du débat politique et la débâcle totale de la belle culture française et de l'esprit français. Moi, j'ai été élevé dans l'admiration du génie français. Là, le génie français, je le cherche. Allez, on referme ce sujet qui n'est pas très agréable. Deuxième sujet, c'est la mort et beaucoup plus intéressant, tragique mais beaucoup plus intéressant, celui de la mort de Hosni Moubarak, président égyptien. Alors, Hosni Moubarak représente à lui tout seul la décadence de certains régimes arabes, la décadence du monde arabe en tant que tel, puisque, rappelez-vous, il a essayé de... Bon, d'abord, c'était un dictateur, je crois qu'il a gouverné pendant plus de 30 ans, il est arrivé au pouvoir après la mort de Sadat en 81-82, si ma mémoire est bonne. Il a été débarqué en 2011, de manière piteuse, lamentable par les printemps arabes, un dictateur qui n'a pas su oxygéner son régime et surtout préparer la suite, transférer le pouvoir. Il s'est momifié au pouvoir, il a même essayé de mettre un de ses enfants, essayer de le placer là au congrès du parti. Donc cette déréliction, cette décadence, cette mauvaise sortie, vous voyez, cette mauvaise fin de vie, elle symbolise à mon avis deux choses. La première, c'est que une question que je me pose, c'est est-ce que finalement la forme monarchique n'est pas la forme de gouvernement qui sied le plus, le mieux aux peuples arabes? On voit bien que nos républiques n'arrivent pas à transférer le pouvoir de manière naturelle. On arrive toujours à transférer le pouvoir aux enfants du dictateur ou à un parti unique. Enfin, regardez le Yémen, la république yéménite n'a jamais marché. Et je me dis que la forme monarchique correspond peut-être le mieux à notre tempérament national. Chaque nation, Maroc, Tunisie et autres, Égypte, Jordanie, et à notre inconscient collectif, à notre manière de dire le légitime de l'illégitime, puisque tout pouvoir a besoin d'un consentement, et j'ai l'impression que pour les mentalités arabes, la monarchie est, à mon avis, une forme de gouvernement qui est plus adaptée. Bien entendu, il y a monarchie, personne ne veut d'une monarchie autoritaire, dictatoriale, mais la monarchie, par sa magie, par essence, elle organise le transfert du pouvoir à une sorte de continuité, une sorte de sécurité juridique, de stabilité, sans drame, sans ces tragicomédies qui ont été la place Tahrir là, en Égypte, avec l'invasion de la place par les chameaux, les militaires, la tragicomédie de la fuite de M. Moubarak vers le Sinaï en hélicoptère, et tout ce qu'on a vu aussi même en Tunisie, en Libye, voilà. Donc, premier commentaire. Deuxième commentaire, c'est le fait que on peut cracher sur M. Moubarak. Bon là, il est mort, il faut respectons nos morts, mais même de son vivant, on pouvait lui reprocher mille et une choses, mais avions-nous une alternative? J'en doute. Où sont les élites arabes? Je connais de grands arabes, des hommes et femmes brillants et extraordinaires à Genève, à Londres, à Paris, à New York, mais ils font pas de politique, en tout cas ils sont pas rentrés faire de la politique chez eux. En Égypte, les Égyptiens n'ont pas eu le choix. Il y avait le monsieur là qui était, je crois qu'elle balade, et bon, il est sympa, mais il travaillait pour l'ONU, ou l'organisation de contrôle de la dissuasion nucléaire, si ma mémoire est bonne. Bon, il est sympa, mais il tenait pas la route face à la rue égyptienne, puis face aux forces en présence. Finalement, il y a l'armée, les islamistes. Où sont les modernistes? Où sont ces élites arabes dont on nous parle à longueur de journée? Elles sont,
Je vous dis, elles sont à Paris ou à l'étranger, elles ne font pas de politique. Donc, grande tragédie du monde arabe, et c'est pour ça qu'on peut pas, moi je suis devenu de plus en plus indulgent par rapport à ces figures comme Ben Ali, le Tunisien, ou Moubarak, l'Égyptien. Je me dis, on n'a pas forcément d'alternative, comment on dit, sur étagère. Autre réflexion que je voulais partager avec vous au sujet de M. Moubarak, c'est qui est M. Moubarak? Qui est Hosni Moubarak? Alors avec Hosni Moubarak, moi j'ai une relation un peu intime, enfin mon père l'a connu en 63 à peu près, parce qu'il était capitaine de l'armée de l'air, M. Moubarak, et l'armée de l'air égyptienne a donné un coup de main au jeune gouvernement algérien, dans la guerre des sables, qui a opposé, c'était une guerre éclair qui a opposé le Maroc de Hassan II à l'Algérie de Ben Bella, au sujet de la région de Kolomb-Char, c'est le Sahara, on va dire, le Maroc, on dit que c'est le Sahara oriental, pour les Algériens, c'est peut-être le sud-ouest. Kolomb-Char, qui a toujours été une ville marocaine, mais bon, avec la décolonisation et tout ça, elle s'est retrouvée chez les Algériens. Donc, il y a eu un problème sur le tracé, un contentieux, et puis ça s'est mal terminé, puisque les deux pays ont fait la guerre, et l'Égypte a appuyé le gouvernement socialiste algérien. Et l'hélico de M. Moubarak est tombé, et les Marocains l'ont repêché. Mon père était pas très loin. Je crois que les Marocains l'ont bien traité, et il a été rapatrié en Égypte plus tard, où il a eu une très belle carrière. Il a travaillé avec Sadat dans les années 70. C'était l'homme de Sadat c'était le dauphin de Sadat. Sadat est mort en 81, tué par les islamistes de Jihad islamique. Et Moubarak est arrivé comme ça. Avant, il a été dans l'armée de l'air. Je crois qu'il était patron d'une base aérienne près du Caire, et voire patron de l'armée de l'air. Il a fait un beau mariage avec Madame Suzanne, qui est une chrétienne, une copte. Et voilà, il a pris le pouvoir en 81, et vous connaissez la suite. Moubarak est la troisième cartouche, on va dire, la troisième cartouche tirée par les militaires égyptiens au pouvoir depuis la chute de la monarchie égyptienne, le roi Farouk en 52. Il y a eu un bref intermède, une sorte de junte militaire, et tout de suite après, le grand Nasser a pris les commandes du pays pour installer le socialisme et le nationalisme, le panarabisme, donc une période de grande exaltation. Ça s'est mal terminé, et mal terminé parce qu'en 67, les Israéliens ont mis une branlée aux Égyptiens et aux Arabes, la guerre de 67. Nasser est mort de chagrin en 70, et Sadat, un grand monsieur, un noir égyptien d'origine soudanaise, je crois que sa mère était soudanaise, parti de rien, d'extrême pauvreté, de la haute Égypte, ce monsieur a pris le pouvoir, et il a eu le courage, pour ne pas dire autre chose, de faire la paix avec les Israéliens et de dire aux Égyptiens le quatre vérités, leur dire qu'il fallait faire la paix avec l'Israël pour que l'Égypte puisse enfin se consacrer à son développement. Je vous la fais très courte, hein, je survole la guerre de 73, qui était une guerre menée par Sadat et qui lui a permis d'arriver en bonne position à Camp David, où il a fait la paix avec Israël. Bon, malheureusement, comme depuis toujours dans le monde arabe, les bons, les meilleurs se font massacrer ou se font exilés, donc il s'est fait massacrer. Anwar Sadat en 81, si ma mémoire est bonne, et puis Moubarak a repris le flambeau, comme je vous l'ai dit. Moubarak est arrivé donc au bout de poursuivre, comme successeur de deux géants du XXe siècle arabe, voire deux géants peut-être de l'humanité, enfin il ne faut pas exagérer, mais du XXe siècle au niveau mondial, Nasser et Sadat. Et il est venu pour essayer de poursuivre au fait deux projets de ces deux grandes figures, de ces deux grands messieurs. Le premier projet, c'était de créer un État égyptien autonome, parce que l'Égypte n'a jamais été indépendante. L'Égypte a toujours été gouvernée par des étrangers, les Turcs, les Mamelouks, les Britanniques, les Berbères de Tunisie, et ainsi de suite. Donc donner à une Égypte un État souverain, un État fort, un État autonome, qui lui permette de faire la politique qui va bien à son peuple, et puis de créer en Égypte, si vous voulez, un État, je dirais pas laïque, mais du moins indépendant du fait religieux. Nasser était plutôt laïque, Sadat était beaucoup moins laïque. Sadat est arrivé en disant qu'il était laïque, mais au fait,
il est devenu très vite, il a très vite reconnu le fait religieux. C'était un monsieur qui était religieux. Et je pense que lui, il était plus proche de la réalité que Nasr. Il a compris l'âme égyptienne, qui est un peuple extrêmement conservateur. On ne peut pas faire de la laïcité en Égypte. Mais même Sadat, qui était très religieux, qui faisait ses prières et autres, il posait le primat du politique. Il disait il y a la politique ici et la religion ici. Donc, la vocation du gouvernement du régime de M. Moubarak, c'était de poursuivre ces deux efforts de plusieurs générations, ces efforts gigantesques, doter l'Égypte d'un État fort, autonome, souverain, et puis créer en Égypte une tradition politique qui n'a jamais existé, comme je vous l'ai dit, le pays a toujours été occupé, et une tradition politique qui soit différente de la tradition religieuse, qui marche à côté d'elle, mais qui n'y soit pas subordonnée. En gros, arracher le pouvoir à l'Azhar, ou arracher le pouvoir aux Saoudiens de la Mecque. Le bilan est négatif puisque, mi figue mi raisin, ne soyons pas trop pessimistes, l'État égyptien existe, mais il n'est pas très fort puisqu'il est encerclé par les islamistes. En fait, l'État égyptien est l'otage de luxe des islamistes. L'État égyptien est infiltré par les syndicats d'ingénieurs, de professeurs, d'inspecteurs des finances, de tout ce que vous voulez, qui sont tous inféodés au barbu. Il est encerclé, on dirait, il est étouffé. Il fonctionne, bon, il y a l'armée, il y a la police, il y a les affaires économiques de l'armée, les fermes de l'armée, tout ça. L'armée est riche, les généraux sont riches, ils font beaucoup de business. Ils s'occupent du pétrole aussi, mais ils sont dans une prison dorée. Ils sortent de leur caserne, tout est islamisé. La société égyptienne est largement islamisée, profondément islamisée. La jeunesse égyptienne est extrêmement réislamisée, c'est-à-dire qu'elle a été wahhabisée. L'Égypte a toujours été musulmane. Elle a été réislamisée en profondeur selon le dogme wahhabite à partir des années 60-70, avec des très grands imams et des très grands prêcheurs, comme le Cheikh Kishk, si vous cherchez sur Google, un type que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ses prêches, même si je n'adhère pas à son idéologie, mais une sommité, le Cheikh Qaradawi aussi, et d'autres, mais mon préféré c'est Kishk. Bien ces gens-là, ils ont fait la métapolitique, comme on en parle souvent sur ce canal, ils ont fait la métapolitique que l'armée égyptienne, que le gouvernement égyptien ne faisait pas, celui de Sadat et celui de Moubarak, et ils ont réislamisé l'Égypte. Donc un double échec, un État assiégé, et puis une société complètement islamisée, où le politique se confond avec le religieux. Ça donne le printemps arabe, le printemps arabe, pour moi c'était une tempête de grêle, mais bon, disons le printemps arabe de 2011, qui donne le pouvoir aux islamistes, qui était la seule force légitime. Donc Monsieur Morsi, grâce à Dieu, parce que Dieu est bon, grâce à Dieu, les islamistes égyptiens n'avaient rien préparé, comme tous les gouvernements islamistes ils ne sont pas bons en gouvernance, ils ne travaillent pas beaucoup, et donc ils n'avaient pas préparé le handover. Ils n'avaient pas leur shadow cabinet, ils n'avaient pas leur gouvernement fantôme dans l'opposition. Donc ils sont arrivés au pouvoir un peu bêtement, de manière un peu comme des abrutis, je dis ça de manière un peu, en plaisantant, mais ils sont arrivés comme ça, comme des grands enfants, en croyant ils savaient même pas sur quoi appuyer, ils ne savaient pas diriger le pays, ils n'avaient pas le tableau de bord, puisqu'ils n'avaient pas de composante technocratique. C'est quand même drôle pour des gens qui ont fait de l'opposition pendant 30 ans, de ne pas avoir une équipe prête pour gouverner le pays, alors qu'ils ont fait tout le travail métapolitique. Ils ont tout, les universités, les hôpitaux, les chaînes de télévision et tout et tout. Bon, donc grâce à Dieu, ça a été un fiasco et ils ont été débarqués assez facilement par les militaires. Donc maintenant, notre homme au Caire, c'est Monsieur Sisi, un général, et il faut faire avec. Il faut l'aider, à mon humble avis. Alors pourquoi? D'où vient cet échec qui est l'échec de Moubarak, mais aussi l'échec au fait de la lignée des militaires égyptiens, qui était la seule force organisée, disciplinée, capable de mener un projet de long terme. Parce qu'on peut avoir des pulsions, on peut avoir des modes. On peut décider d'avoir les cheveux longs, les cheveux courts, la barbe. Mais moderniser un pays, créer un État et séparer la religion de la politique, c'est un projet générationnel, intergénérationnel, c'est un projet de long terme, et les militaires étaient la seule force organisée en Égypte capable de le mener à bien.
Donc, d'où vient cet échec? On peut gloser sur le sujet longtemps, mais à mon avis, il y a un facteur principal, c'est que la matière humaine égyptienne n'était pas au niveau. La matière humaine, je précise ma pensée, la matière humaine égyptienne leur a filé entre les doigts. Elle s'est dégradée entre les années 60 et les années 80. Pourquoi? Parce que le cosmopolitisme égyptien, la diversité de la société égyptienne a disparu en l'espace de 20 ans. Le vivre ensemble a disparu de l'Égypte. Parce que l'Égypte des années 50, celle du roi Farouk, l'Égypte où on jouait au polo, l'Égypte où on dansait le swing, l'Égypte où le cinéma produisait des films où on dansait la valse. L'Égypte où le cinéma était admiré, était sublime. L'Égypte de la musique égyptienne. Nous les Arabes, nous disions Misr, Dunya, l'Égypte ou le Caire, la mère du monde, hein. La mère du monde, vous vous rendez compte? Du monde entier, du monde arabe, enfin, tout ce qui est, toute l'élite, la crème de la crème du monde arabe, les Syriens, les Druzes, Farid al-Atrash, les meilleurs Irakiens, ils allaient en Égypte. Même les Maghrébins aussi, des grands politiciens du Maghreb, des grands hommes politiques du Maghreb se sont réfugiés en Égypte. Je pense aussi aux Algériens, mais aussi à Abdelkhattabi de l'Urifin et autres. Al-Fassi, si ma mémoire est bonne, le Marocain. Vous aviez les Grecs, vous aviez les Arméniens, vous aviez les Russes blancs, vous aviez toute une couche d'Allemands qui ont fui le nazisme, enfin qui ont fui l'Allemagne après 1945. Parce que tout le monde, enfin tous les Allemands qui ont fui l'Allemagne après 1945 ne sont pas partis en Argentine ou au Brésil, loin de là. Plusieurs milliers sont partis en Égypte et ça a donné un boom cinématographique, artistique en Égypte. Il n'y a qu'à voir les films égyptiens, vous croyez à Vienne. Et c'était naturel, c'était pas du surfait, du superficiel. Fatih Hamama était à la fois, bon, elle était superbe et très belle, une féminité extraordinaire, mais elle était à la fois égyptienne, arabe et à la fois occidentale. C'était un des rares moments où le monde arabe était capable de jouer sur les deux tableaux. Son arabité, qui est magnifique à certains égards, et l'attachement ou l'ouverture à l'Occident. Tout ça c'est parti, tout ça a disparu. Toute cette époque dorée de l'Égypte, de la culture égyptienne et de la société égyptienne qui était nourrie, imbibée de multiculturalisme, de cosmopolitisme, de diversité, de vivre ensemble. Tout ça c'est parti parce que dans les années 60 surtout, Nasser avec sa rhétorique anti-juive, anti-sioniste, et puis même un peu anti-occidentale, a fait fuir tout le monde. Les Juifs sont partis assez naturellement vers Israël ou ailleurs. De toute façon, leur vie était devenue assez impossible dans une atmosphère de suspicion extraordinaire. Bon, l'Égypte était en guerre ouverte avec Israël. Et puis les Grecs, les Italiens, les Français, tout un petit peuple est parti. Il faut bien comprendre que le cosmopolitisme égyptien à Alexandrie ou au Caire était un cosmopolitisme qui était du petit peuple. Les Européens, les étrangers, les Occidentaux n'étaient pas riches. Ils étaient souvent pauvres. Et ils vivaient avec les Égyptiens dans leur quartier. Donc il y avait une germination, il y avait une fertilisation, il y avait une greffe. C'était superbe. C'était le Maroc des années 50, 60, même 70 jusqu'à la marocanisation. C'était la seule période où nous avions, je trouve, nous les gens d'Afrique du Nord, d'Égypte jusqu'au Maroc, une chance minime mais réelle de nous développer. Puisque nous avions des références de culturelles, civilisationnelles, des comportements, des valeurs qui étaient meilleures que les nôtres. En termes de productivité, en termes de gouvernance, en termes de discipline, qui étaient meilleurs que les nôtres. Après le grand départ du petit peuple européen, cosmopolite d'Afrique du Nord, nous nous sommes retrouvés entre nous et les vieux démons sont revenus. Une certaine violence sociale, aller dans n'importe quel hôpital marocain ou dans n'importe quel hôpital égyptien pour voir ce que c'est que la violence sociale. On peut vous laisser mourir sur un brancard parce que vous n'avez pas donné un bakshish ou parce que vous n'êtes le fils de personne ou connu de personne. Voilà. C'est ce que j'appelle la violence sociale. La corruption est revenue, une certaine haine de soi, parce que finalement, qu'est-ce que c'est que l'histoire récente du Maghreb et de l'Afrique du Nord? C'est une succession de balles tirées dans le pied. On a fait beaucoup de bêtises quand même. Hein.
On peut critiquer les Occidentaux, Israël, mais notre malheur vient de nous. C'est notre corruption, nous avons détruit nous-mêmes notre système éducatif, nous-mêmes. Et voilà, nous payons le prix aujourd'hui. Voilà, donc cette espèce de vivre ensemble qui a disparu en Égypte et qui a condamné après tout le reste. La société s'est islamisée, puis l'État égyptien a perdu ses neurones, a perdu ses muscles. Mais il résiste encore. Il est assiégé, mais il résiste encore. Et je vous dis, Morsi, c'est our guy in Cairo, notre homme au Caire, et il faut l'aider absolument. Il ne faut pas faire comme a fait M. Macron, le critiquer en public pour des histoires de droits de l'homme, parce que si on fait ça, il faudrait aussi boycotter à ce moment-là, faire un blocus sur l'Arabie Saoudite, parce que en termes de droits de l'homme, l'Arabie Saoudite, elle est là, l'Égypte est là. D'accord? Donc il faut quand même être sérieux. Donc je pense qu'il faut le laisser en paix, pour pas dire autre chose, exiger de lui des choses, évidemment, on peut pas. Il faut avoir un discours viril et les yeux dans les yeux, mais finalement, il faut faire avec les régimes que nous avons. Nous avons enlevé Kadhafi en Libye, et ben nous avons installé Al-Qaïda, l'État islamique, et les pires milices possibles au monde, ben nous les avons installés en Libye. Nous avons installé des camps de torture et de viol des Africains en Libye. Ce sont les milices auxquelles nos forces spéciales et nos chers dirigeants ont donné le pouvoir en 2011-2012. Voilà, donc chapeau les artistes. Nous avons finalement des régimes qui tiennent la route au Maroc. Nous avons des régimes qui tiennent la route en Algérie. Malgré toutes les réserves que j'ai pu avoir sur le régime algérien, finalement ce régime tient la route. Il est stable, il se défend. Et en Tunisie, le grand peuple tunisien, qui est un génie propre à lui, malgré toutes les bêtises faites depuis 2011, pour le pays survit. Donc je trouve que d'un point de vue, là je me place dans la peau d'un Français depuis le nord de la Méditerranée, il faut faire avec les régimes que nous avons au sud, les aider, alors ça ne veut pas dire faire un déchet en blanc, mais les voir en eux pas seulement notre frontière, notre dernier recours, il faut voir en eux même un auxiliaire pour lutter contre tous les phénomènes qui nous empêchent de dormir. L'islamisme, mais aussi la désertification, qui a lieu au sud de la Méditerranée, mais qui va pousser vers le nord, parce qu'elle va pousser aussi les populations vers le nord. Regardez le sud de l'Espagne, il est très touché par la désertification, la région de Jaén, Valence, Alicante, Murcie, et vous avez les phénomènes mafieux, narcos et autres. D'un autre côté, ces régimes, avec tous leurs défauts, je ne les défends pas, ils ont compris, je pense, ils ont compris qu'il faut eux-mêmes qu'ils se réforment, c'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer comme ça. Et Sisi l'a compris. Il ne peut plus continuer, il ne peut pas être un nouveau Moubarak, c'est-à-dire procrastiner, se momifier et faire du pognon. Parce qu'il n'y a plus un endroit au monde où vous pouvez profiter de votre pognon. Même en Suisse, il y a des islamistes. En France, il y a des attentats, il y a des agressions, il y a 120 agressions au couteau par jour en France. Et elles ne sont pas limitées seulement à la Seine-Saint-Denis ou à Vénissieux, elles sont partout. En Angleterre, vous avez des attentats, en Espagne, vous avez eu des attentats. Il n'y a plus un endroit en Europe occidentale, là où les dictateurs arabes et les élites politiques arabes et africaines aiment passer leur vieux jour, leur retraite dorée, il n'y a plus un endroit en sécurité. Après, on peut toujours me dire qu'on peut aller s'exiler, on peut prendre l'argent de Suisse et aller le dépenser en Russie. En Russie, il fait froid. On peut aller dépenser à Singapour, peut-être, mais les musulmans sont en Indonésie. L'Indonésie est un pays qui est difficile aussi, qui est assez compliqué. Regardez ce qui se passe à Aceh avec le retour de la charia. Vous me direz, on peut aller en Amérique du Sud. Ben là, je peux vous proposer des adresses. Ou aller aux États-Unis. Mais bon, est-ce que les Américains vous donneront un visa? Parce que, on l'a vu. Et puis, de toute façon, quand vous tombez, quand vous perdez le pouvoir, les Suisses, les pays, les paradis fiscaux sont les premiers à vous prendre votre pognon. Regardez la fortune de Kadhafi. Elle est quelque part, mais elle n'est pas en Libye. Ni chez les enfants Kadhafi, ni chez le gouvernement libyen. On parle de 11 milliards de dollars quand même. Donc je pense que le niveau de maturité est arrivé là. Les printemps arabes ont une vertu, c'est de montrer au gouvernement, aux régimes arabes, voire africains, je l'espère, qu'il n'y a plus de, comme disait Tariq Ben Ziyad, on a envahi en Espagne en 711 ou 712, il n'y a plus de retour en arrière, la guerre est devant vous et il y a la mer derrière vous, on a brûlé le navire.
Donc, il n'y a plus d'échappatoire. Il faut bien bosser, il faut survivre, et il faut essayer de gérer cette chute du Boeing. Si dans le monde arabe, à mon avis, c'est un Boeing qui ne cesse de chuter. Alors, parfois, il plane, certains pays planent, d'autres sont en chute libre. Mais il faut stabiliser cette chute, éviter le crash, et puis attendre des lendemains meilleurs. Voilà. Donc, lisez dans ce que je viens de dire, dans cette conclusion, une note d'espoir. Même si la difficulté nous attend, je trouve que pour la première fois depuis longtemps, au sud de la Méditerranée, il y a plus de lucidité qu'au nord. Et bon, j'espère que nos chères élites politiques du nord de la Méditerranée gagneront, enfin déjà, prêteront une oreille attentive au message qu'ont à leur passer leurs vrais partenaires du sud de la Méditerranée. Parce qu'il y a les vrais et les mauvais partenaires. Hein. C'est pas parce qu'on vous achète un club de foot où on vous paye des centaines de millions d'euros de taxes foncières en achetant des résidences de luxe sur la Côte d'Azur ou en distribuant de l'argent aux partis politiques qu'on est votre véritable partenaire. Parfois, vos véritables partenaires, ce sont ceux qui vous aident, d'abord qui vous disent la vérité, et ceux qui vous aident à régler vos problèmes. Et je pense que les vrais partenaires de l'Europe commencent certainement à l'ouest du Sinaï. Vous m'avez compris. Merci, à la prochaine. Donc, s'il vous plaît, cliquez like, partagez cette vidéo, commentez-la, écrivez-moi par email et faites-la circuler. Vous savez comment fonctionne l'algorithme des réseaux sociaux. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir.